Bonjour à tous et à tous et merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale. On tenait à faire cette émission parce que dans un mois, un petit peu plus d'un mois, le 30 juin 2021, donc la période de grâce décrétée dans le cadre du Brexit s'achèvera. Et cette période de grâce permet et permettra aux citoyens européens étant arrivés avant le 31 décembre 2020 à 23 heures sur le sol britannique, de pouvoir réclamer un droit de résidence qui leur permettra de vivre, de travailler, mais aussi de bénéficier, par exemple, entre autres, du système de santé britannique. Et donc, avec Eric, aujourd'hui, on a décidé d'inviter deux personnes qui pourront, ou qui essayeront en tout cas de répondre à toutes vos questions sur le sujet. Bonjour Eric. Salut Léla et bonjour à tous. Et c'est vrai que vous disiez qu'ils vont essayer de répondre à nos questions. Si eux n'y parviennent pas, je pense que personne n'y parviendra, car je pense qu'on a réuni aujourd'hui un petit peu la crème de ce qui se fait en matière de conseils aux Français. Je sais Léla que vous êtes très attachée aux parités entre les femmes et les hommes. Donc, je vais vous faire plaisir en appelant notre premier invité, en lui demandant de venir nous rejoindre dans ce studio virtuel. J'ai demandé à Corinne Meyer. Bonjour Corinne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Corinne, vous êtes membre de l'association Settled, qui porte bien son nom et qui aide les ressortissants européens dans leur démarche d'obtention de leur statut de résident. Votre activité est un petit peu identique, en tout cas complémentaire de celle de notre second invité que je vous demandais d'accueillir maintenant. Il s'appelle Nicolas Hatton. Voilà, merci de nous rejoindre à l'instant, Nicolas. Vous êtes le cofondateur. On vous connaît bien sur French Morning. On a souvent fait des trucs avec vous et pas plus tard qu'il y a une semaine, déjà, vous étiez avec nous. Vous êtes le cofondateur de la société The 3 Million, qui est une association de défense des droits des citoyens européens. Mesdames, messieurs, on va passer 1 heure avec vous, Léla. Oui, on a essayé de structurer cette émission pour que ce soit un petit peu plus simple pour vous, parce qu'on vous invite vraiment à poser toutes vos questions en direct. Nos invités sont là pour y répondre. Donc, une première partie sur des questions un peu plus techniques, sur l'obtention, sur comment on fait, les démarches. Une deuxième partie un peu plus sur éventuellement les conséquences qu'il pourrait y avoir si on ne demande pas ce pre-settled status. Donc, voilà, avec Eric, on va essayer de faire le relais de vos questions. Ouais, avec Léla, avec Eric, mais aussi avec vous tous et surtout avec vous tous. Vous êtes déjà beaucoup intervenus, vous nous avez posé beaucoup de questions qu'on va restituer auprès de vos invités, de nos invités. Mais continuez de le faire, hein. Vous pouvez toujours nous envoyer vos questions. Vous pouvez intervenir pendant toute l'émission en posant vos questions, donc que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et la première question, je vais demander à la grande spécialiste du settled status, parce que c'est un mot que j'entends dans la bouche de Léla depuis des mois et des mois. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai entendu ce mot dans la bouche de Léla. Léla, vous êtes incontestablement la mieux placée pour poser la première question. Oui, on voulait juste faire un tout petit rappel, très bref, juste pour réexpliquer ce que c'est ce pre-settled status et justement pouvoir expliquer en quoi c'est important. Donc, je vais commencer avec vous, Corinne, parce qu'effectivement, honneur aux dames, pour savoir peut-être expliquer en quelques mots ce que c'est ce pre-settled status. D'accord. Donc, en raison de Brexit, tous les citoyens européens qui étaient établis au Royaume-Uni avant le 31 décembre 2021, 23 heures, vont devoir faire une demande d'un nouveau statut, pre-settled ou settled, par le biais du dispositif du EU Settlement Scheme, de façon à garantir leurs droits et à pouvoir continuer de vivre légalement au Royaume-Uni d'ici le 1er juillet 2021. C'est une démarche qui se fait en ligne. Et vous devez avoir un téléphone portable Android ou iPhone 7. Le statut que vous recevez est aussi en ligne. Vous devez télécharger une app qui s'appelle EU Exit ID Document Check. Et ça vous permet en fait de scanner votre document identitaire, votre passeport ou votre carte d'identité en cours de validité. Vous devez également confirmer que vous n'avez pas de Royaume-Uni. Alors, si c'est 5 ans, c'est le settled status. Et si c'est moins de 5 ans au moment de la demande, c'est le pre-settled status, qui est un statut de résident provisoire. Juste, on a eu
Pardon Léla, malgré la petite coupure, je pense, on a eu une petite coupure sur la fin de votre phrase, Corinne. Je pense, je sais pas quel est votre avis Léla, mais je pense qu'on a compris globalement ce que disait Corinne, non? Oui, elle parlait juste d'un casier judiciaire. Je pense que c'était voilà, c'était l'idée de ce casier judiciaire vierge. Pardon, Eric, je vous redonne la parole. Oui, alors moi j'aimerais avec Nicolas, c'est un truc assez classique, c'est qu'on mette des chiffres sur tout ça, Nicolas Hatton. Donc sur le settled status, combien de Français ont déjà fait leur demande, peut-on encore faire sa demande et jusqu'à quand, qu'on rende le truc vachement concret, si vous voulez, avec des chiffres, mais bien énoncés pour qu'ils restent présents dans la mémoire. Merci Eric. Bah, je vais vous donner plutôt des chiffres pour toutes les demandes. Il y a eu plus de 5 millions de demandes d'Européens au Royaume-Uni depuis qu'ils ont ouvert cette demande. Et 4 millions et 900 000 personnes ont maintenant un statut de résident. Donc, j'irai chercher les chiffres pour les Français, donc on peut vraiment dire que la grande majorité des Européens qui habitent au Royaume-Uni maintenant ont un statut, sachant qu'on ne sait pas le total, on ne sait pas quel est le nombre total. Donc, on ne pourra jamais estimer si on va atteindre 100% ou pas. La seule chose qu'on a en tant qu'une indication, c'est que la dernière fois qu'il y a eu une sorte d'adoption par le grand public de quelque chose comme un peu similaire, c'était quand le Royaume-Uni passait à la télé numérique. Alors, ça paraît un peu bête, mais effectivement, c'est quand même un peu similaire. 97% ont réussi à le faire avant la date butoir. 3% ne l'ont pas fait. Si 3% des Européens n'arrivent pas à faire leur demande avant la date butoir, c'est à peu près 150 000 personnes qui seront sans statut. Donc, on est quand même dans des chiffres importants. On n'a pas les chiffres pour les Français par rapport à ça, mais le message le plus clair, c'est faites votre demande maintenant. Faites en sorte que les gens soient au courant autour de vous. Et ce n'est pas seulement les Européens, c'est aussi leurs partenaires, leurs époux qui ne sont pas européens, qui aussi bénéficient du settled status. Oui, puis on va rentrer, alors merci pour cette petite introduction. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on a quelques questions qui arrivent sur Facebook. Alors, il y a, pour pas que je me trompe sur son prénom, c'est Naïm Jama qui pose la question. J'ai un NIN. Est-ce que je suis obligée de demander le pre-settled status? Alors peut-être Corinne, si vous pouvez lui répondre. Alors, si Naïm est citoyen européen ou membre de famille proche d'un citoyen européen et qu'il était établi avant le 31 décembre 2021 au Royaume-Uni, il devra faire une demande pour garantir ses droits, qu'il ait un NIN ou pas. Le NIN, ça peut permettre justement, lorsqu'il fait sa démarche, à faciliter la démarche puisque le Home Office pourra probablement vérifier sa présence par le biais par le biais de bases de données justement qu'ils ont. Mais le fait d'avoir un NIN, ça ne vous donne pas un statut d'immigration. Donc, absolument. Et justement, ceux qui ne sont pas arrivés à faire un NIN à cause de la pandémie, parce que les services étaient fermés ou fonctionnaient au ralenti, est-ce que sans NIN, on peut demander son pre-settled status? Alors, tout à fait. Il faut simplement pouvoir apporter des preuves que vous étiez au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition. Donc, vous pouvez apporter ces preuves simplement en montrant des fiches de paie ou en disant, si vous avez des fiches de paie, vous avez forcément des NIN. Mais par exemple, vous pouvez avoir je sais pas, un bail de location, vous pouvez avoir des comptes bancaires, des relevés de comptes bancaires. Il y a plein de documents qui peuvent vous permettre justement de prouver que vous étiez là, établi au Royaume-Uni avant la date du 31 décembre 2021. Et j'ai beaucoup de clients que je dois aider parce qu'ils ne travaillent pas. Donc, ce sont des personnes qui vont devoir chercher un peu plus loin pour trouver les documents qui peuvent prouver qu'ils étaient là avant. Par exemple, j'ai une personne à qui on a simplement on a obtenu une lettre de son, elle faisait du volontariat de son employeur volontaire, si vous voulez, qui prouvait qu'elle a travaillé, justement, qu'elle a aidé cette charité à ce moment, pendant une certaine période, durant la période de transition, enfin, avant la fin de la période de transition.
Et il y a on a eu pas mal de questions en amont de l'émission. Pas mal de gens nous ont envoyé des messages pour nous demander, parce que c'est vrai que quand les gens ont pris conscience que la fin de la période de transition arrivait au 31 décembre 2020 à 23h, heure anglaise, qu'ils sont venus ici pour passer 1 jour, 2 jours. Est-ce que ça vaut un billet de train, un booking d'hôtel? Est-ce qu'il y a des papiers, il faut avoir des papiers plus spécifiques en fait pour demander ce pre-settled status? Je vous redonne la parole, Corinne, et après, si Nicolas veut rajouter aussi de son côté pour compléter. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont venues juste avant la période de transition de façon à obtenir ce statut. Et c'est vrai qu'en théorie, pour un statut de résident provisoire, le pre-settled status, il suffit d'une preuve en général pour l'obtenir. Donc, certaines personnes l'ont obtenu simplement en offrant comme preuve un billet de train ou une facture d'Airbnb, etc. Le danger, en fait, c'est que si ces personnes repartent après et perdent leur continuité de résidence, ils ne vont pas forcément pouvoir obtenir après un statut de résident permanent. L'autre problème également, c'est que si il se passe beaucoup de temps jusqu'à ce que leur demande soit traitée, ils peuvent avoir après des problèmes pour prouver qu'ils sont encore sur le territoire. Nicolas, si vous voulez peut-être compléter. Ah, il faut ouvrir votre micro, je crois. Pardon. Justement, on va en parler, je pense, la problématique des absences. Parce que, alors effectivement, un titre de transport, montrer qu'on a voyagé vers le Royaume-Uni avant le 31 décembre est suffisant. Mais ça sera suffisant que pour le pre-settled status. Et il faut bien se souvenir que, bon, si on est là depuis plus de 5 ans, moi ça fait 25 ans par exemple, normalement c'est le settled status qui est donc le statut permanent qui nous est donné. Et après, mais pour ceux qui sont là depuis moins de 5 ans, forcément, il y a une période de 5 ans qui doivent agglomérer pour pouvoir avoir droit au settled status. Je pense quand même qu'il ne faut pas trop exagérer. Il y a très peu de gens qui ont, on va dire, triché un peu avec le système. Je crois que la plupart des personnes ont utilisé le système comme c'était nécessaire de le faire. Et que moi, je suis beaucoup plus inquiet pour les gens qui ont du mal avec le système parce que soit parce que ils ne savent pas qu'ils ont besoin de faire une demande. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont dans ce cas-là, par exemple, ou des personnes qui ont des problèmes avec le côté plus numérique. C'est un petit peu le lot de toutes les émissions qui sont en direct, c'est que souvent l'idée qu'on s'en faisait, le conducteur qu'on avait prévu de faire va voler en éclats. Et là, c'est en l'occurrence grâce aux questions, je dis bien grâce aux questions qui abondent là véritablement sur Facebook, sur YouTube, je sais pas où exactement, mais en tout cas, elles abondent sur cet écran. C'est souvent des questions vachement précises, mais je pense que c'est précisément ce qu'attendent les gens qui nous regardent et qui nous écrivent, des réponses précises. Donc, on va être obligé de se lancer dans des questions qui parfois seront longues. J'ai une question là qui vient de Jean-Luc Bulbert. Alors, c'est une très longue question, on va avoir du mal à l'incruster à l'écran. Jean-Luc Bulbert nous dit « J'ai le settled status depuis février 2019 et je suis propriétaire de mon appartement. Je suis actuellement en recherche d'emploi et la question se continue. On va le voir à l'écran. Victoire va nous mettre la deuxième partie de la question. Est-ce que je risque de perdre mon settled status si je rentre en France pour quelques années? Je précise que je compte garder mon appartement et le mettre en location. » Alors, vous voyez que là, on est vraiment dans un cas précis, mais je pense que on va avoir du mal à faire différemment aujourd'hui. Lequel de vous deux s'estime le plus prêt à répondre à cette question tout de suite? Corinne, Nicolas, celui de vous deux qui veut prendre la parole. Je veux bien répondre, à moins que… Allez-y. Corinne, vas-y, et puis j'ajouterai un mot à la fin parce qu'on a un petit outil qui peut être utile pour tous les internautes. Super. Et alors, en théorie, quand vous avez un statut settled, qui est un statut de résident permanent, vous avez le droit de quitter le Royaume-Uni jusqu'à 5 ans. Donc, effectivement, Jean-Luc pourra partir et rentrer en France s'il le veut, sans perdre son statut settled du moment qu'il revienne en France avant 5 ans. Et pour ajouter, il suffit d'un voyage de retour à Londres pour un jour, pour montrer qu'il
la période de 5 ans a expiré, puis on recommence encore après. Sur le site des 3 millions, on a un outil par rapport à ça, parce que c'est un peu compliqué quand même, le problème des absences, surtout pour ceux qui ont un pre-settled status. Et avec la pandémie, il y a quand même beaucoup de Français qui sont rentrés au pays et qui se demandent, qui se posent la question, est-ce que mon pre-settled status est toujours valable? Donc, j'aimerais conseiller aux gens d'aller sur le site des 3 millions, .3millions.org.uk, et sur la page du site, il y a justement un calculateur d'absence. J'espère que ça pourra aider parce que c'est effectivement compliqué. Bah justement, Nicolas, on va rester avec vous parce que il y a par exemple Lalia Hamilton sur Facebook qui dit « Bonjour, j'ai mon pre-settled status » parce que vous parliez de cette problématique qui pourrait se poser aux gens qui ont le pre-settled status. Mais j'ai dépassé les 6 mois en dehors du UK depuis mon obtention. Si je tente une nouvelle demande, est-ce que la première s'annule ou je garde si la deuxième est refusée? Est-ce que ça marche comme ça au final? Non? Ou oui? Je vais passer à Corinne parce que ça serait du conseil et ça, je ne peux pas le faire. D'accord. Bah, Corinne, alors, je vous passe la parole. Voilà, alors, pour les personnes qui ont obtenu un pre-settled status, si vous vous êtes absenté et que vous êtes revenu avant la fin de la période de transition, donc par exemple, imaginons que vous avez obtenu votre pre-settled status en 2019 et vous vous êtes absenté en mars 2020, mais vous êtes revenu en décembre 2020, vous pourriez faire une demande pour prolonger la validité de votre pre-settled status existant puisque vous avez perdu. Attendez, faut qu'il y ait 6 mois, pardon, 6 mois. Elle parle de 6 mois, donc là, j'ai pas fait tout à fait juste mes 6 mois. Mais en gros, si vous êtes revenu dans les 6 mois qui suivent, non, vous pouvez faire une nouvelle demande de pre-settled status et cela va prolonger votre statut existant de 5 ans. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Juste Corinne, parce que juste pour avoir une précision, parce que on connaît tous des gens qui se sont absentés pendant cette pandémie, par exemple de mars à décembre, voire même à janvier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces 6 mois d'absence ne compteront pas en fait vous pouvez refaire une demande de statut pre-settled dès l'instant où vous étiez là, le 31 décembre 2021. On fait comment alors? Pardon? On fait comment alors du coup, puisqu'on a déjà ce pre-settled status, on va sur le site, comment ça marche? Voilà, vous le refaites et vous ajoutez de nouveau une preuve. En général, parfois, vous devez téléphoner parce que ça peut poser un problème, mais à ce moment-là, ça va prolonger la période de votre statut pre-settled de 5 ans. Maintenant, les personnes qui ne sont, et il y en a beaucoup malheureusement, les personnes qui ne sont pas revenues à temps, ça c'est un petit peu plus compliqué. Le Home Office a publié une directive pour ce qui est des absences et le Covid. Je sais qu'il y a eu un appel par rapport à cette directive et ils l'ont maintenant retirée. Donc, on attend une publication le 31 mai sur la façon dont le Home Office va considérer les absences. D'accord. Parce que justement, il y a Victorine qui nous pose la question dans le cadre du pre-settled status, peut-on faire valoir le Covid comme motif d'absence? Mais ça, donc, on est encore avec un point d'interrogation. Pour l'instant, pas. Si on s'en tient à la directive qui avait été publiée avant et qui a été retirée, puisque ce que le Home Office disait, c'est que les absences permises actuellement de 6 mois par période de 12 mois et une plus longue absence de plus de 6 mois et de moins de 12 mois sont suffisantes pour résoudre les problèmes d'absence plus longue. Et par rapport au Covid, c'était très strict en fait. Il fallait que vous soyez malade, il fallait que vous soyez partie d'une famille justement dont quelqu'un avait dû s'isoler en raison de maladie, etc. Donc c'est vrai que c'était plutôt très strict. Par contre, il y a eu cet appel et nous attendons une nouvelle publication de cette nouvelle directive d'ici le 31 mai 2021. Donc je suggère justement aux personnes qui sont affectées de bien attendre et de regarder si cette directive peut les aider. Et est-ce qu'on pourra trouver cette information, par exemple, sur le site de Settled ou de The 3 Million qui pourrait éventuellement aider? Tout à fait. D'accord. Oui, Nicolas, on parle beaucoup du PSS dans tous les courriers qu'on reçoit, et Dieu sait s'il y en a beaucoup. J'ai vu que vous aviez vous-même pris la peine de répondre par écrit à certains de nos internautes qui nous posent des questions aujourd'hui.
Apparemment, il y a beaucoup de flou sur ce PSS. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en dire plus? Parce que finalement, il n'y a pas que des gens qui sont déjà en situation, il y a des gens qui se posent éventuellement des questions pour l'avenir et à qui il faudrait peut-être expliquer ces choses-là qui sont évidentes pour ceux qui sont déjà là. Pardon, vous voulez dire le pre-settled status, hein? Oui, le pre-settled status, il y a énormément de questions. Ça n'apparaît pas très clair, tout ça dans l'esprit des gens. Si on parcourt les courriers qu'on reçoit, on a l'impression que peut-être il y a un déficit en matière d'information à donner aux gens sur le pre-settled status et tout ce qu'il regroupe. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un statut temporaire, hein, qui va être valable que pour 5 ans. Donc, pendant cette période, il faut refaire une demande de settled status pour avoir son statut permanent. Et c'est un peu l'inquiétude, c'est que soit il y a des gens qui vont oublier, parce que on continue sa vie. Le nombre de personnes qui oublient, par exemple, de prendre leur vignette pour leur voiture ici, hein, parce qu'en France, ça n'existe plus. Ou alors, ce qui va se passer, c'est que si il y a des conditions qui ne sont pas forcément remplies. Est-ce que les gens vont d'essayer quand même de convertir leur pre-status en settled status? On ne sait pas. Je crois qu'il faut se renseigner. Le site de l'ambassade est pas mal du tout à ce niveau-là, d'ailleurs. Donc, je crois que l'information, c'est important. Faut lire, faut voir quel est son cas de figure par rapport à l'information qui est proposée. Alors, on peut toujours effectivement aller voir Settled. Ils ont un site en français qui est remarquable et une aide qui est individualisée quand on les contacte. Et Corinne pourra confirmer, c'est quelque chose qui est assez unique, quelque chose qui est régulé en plus dans ce pays. C'est-à-dire que le Conseil au droit à l'immigration ne peut pas se faire par n'importe qui. Il faut c'est régulé par pardon, je fais souvent ça en anglais, alors j'ai du mal à trouver le mot en français, par un organisme d'État qui s'appelle OISC, qui fait partie du Home Office. Donc, c'est pour ça que Settled en fait partie et est régulé. Donc, allez voir Settled. Merci Nicolas. On a vraiment beaucoup de questions. Je pense que Eric me contredira pas. Limite se noyer même dans les questions parce que c'est vrai que c'est pas simple. Il y a des questions qui se recoupent. On essaye d'analyser tout ça, mais c'est vrai que c'est pas facile en direct. Vous ne nous en voudrez pas s'il y a quelques approximations dans nos questions, mais c'est vrai qu'on reçoit toute une foule d'infos là et c'est challenging. Mais c'est tant mieux, ça veut dire que les gens se sentent concernés et en même temps inquiets de ce qui se passe. Et il est grand temps à un mois de la fin de la période de grâce. Et je voulais, parce que je viens d'écrire, alors pour tout vous dire, un article sur des stagiaires qui se sont fait refouler à la douane parce que on n'a pas de visa pour stage. Enfin, le Brexit n'a pas défini ce genre de visa. Est-ce que, par exemple, des étudiants qui seraient venus en vacances ici avant le 31 décembre 2020, par exemple, c'est une question de Julienne sur Facebook, est-ce que ce serait intéressant pour elles ou pour eux, de manière générale, de demander un pre-settled status, de faire prévaloir cette présence longue ou moins longue sur le sol britannique? Corinne, puisque Nicolas ne répond pas au conseil. Ça dépend quand ces étudiants étaient au Royaume-Uni, puisque pour avoir un statut de résident provisoire puis settled, il faut faire la demande dans les 6 mois précédant la présence au Royaume-Uni. Donc là, on arrive vraiment au terme justement de la possibilité en fait. Donc en fait, si elle n'a pas été là, si Julienne n'a pas été là le 31, enfin en décembre 2020, ça ne marchera pas. Là, on est au mois de mai, donc vous êtes 5 mois, c'est un peu juste de faire la demande maintenant, disons. Il faut qu'elle ait la preuve, et puis voilà. Alors, ça dépend aussi. Si elle était étudiante au Royaume-Uni, mais qu'elle a fait ses études en France, là, c'est un peu différent. Il faut appeler le centre d'appel du Home Office, parce qu'il y a des exceptions qui peuvent accepter. Mais une étudiante en France, effectivement, je suis d'accord avec Corinne. Après, il y a pas mal de messages qui disent que le home office est très difficile à joindre en ce moment. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette inquiétude qui se pose sur cette problématique. Vous n'y êtes pour rien, bien évidemment. Eric, je voulais te poser la question suivante. Ouais, parce que je trouve qu'il y a également, si on lit entre les lignes des questions des internautes, il y a une forme de mécontentement. Je voudrais prendre, par exemple,
le petit mot, j'allais dire le courrier, c'est pas du tout un courrier, mais enfin le petit mot que nous envoie Enzo A, qui nous dit donc très poliment, on va peut-être le voir à l'écran, bonjour, merci pour ce live, merci Enzo. Je suis arrivé au Royaume-Uni le 28 décembre 2020 et j'ai comme preuve mon billet d'avion ainsi que des relevés bancaires avec des dépenses sur le territoire, mais le gouvernement me demande des preuves supplémentaires. C'est la deuxième partie de la question. Or, j'ai déjà tout fourni, je ne peux pas fournir davantage de preuves. Que faire? Est-ce que ça traduit pas, je vais me tourner vers vous Nicolas, est-ce que ça traduit pas quand même un mécontentement latent? Les gens ont l'impression qu'on les aide pas, qu'on est plutôt là pour leur poser des barrières. Alors, c'est peut-être pas effectivement le petit mot d'Enzo n'est peut-être pas le reflet de ce que pensent des millions de gens, mais est-ce que vous avez ce sentiment que on aide insuffisamment les gens, Nicolas? C'est difficile quand on parle pas l'anglais de manière fluide d'appeler le centre d'appel déjà. Hein. Donc c'est pour ça que Settle, par exemple, on aide en français, ce qui est quand même pas mal. Hein. Mais effectivement, il y a 300 000 personnes qui attendent une décision en ce moment. C'est quand même énorme. Je crois effectivement que le Home Office, il s'appuie sur des associations comme Settle pour aider les gens, mais eux-mêmes, ils font un service qui est assez automatique. Quand c'est pas automatique, ça bloque beaucoup plus. Alors, je remercie quand même Corinne et Settle pour le travail qu'ils font parce que c'est assez remarquable. Parce que des personnes comme Enzo auraient du mal sinon. Ouais. Corinne, vous êtes sensible à ce remerciement que vous adresse Nicolas. Est-ce que vous avez l'impression d'être au maximum de ce que vous pouvez faire pour aider ces gens qui nous écrivent? Nous faisons ce que nous pouvons. Nous avons un forum sur Facebook que nous animons. Donc, nous sommes toutes volontaires. Nous faisons ça en plus du travail, des enfants, etc. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous recevons énormément de demandes aussi par email. Nous avons aussi une ligne téléphonique. Donc, oui, le type de questions que vous avez lues là maintenant, c'est vraiment, ça fait parmi des soucis que l'on entend beaucoup. Non, mais Corinne, le but n'est pas du tout de vous mettre en difficulté, c'est effectivement de répondre aux sollicitations, parce que finalement, ce sont des sollicitations de la part des internautes ils ont tous, vous savez, c'est comme ça la vie, les gens, ils ont tous leurs petits problèmes personnels et ils souhaiteraient que tout le monde puisse répondre à leurs petits problèmes personnels. C'est une dérive de la nature humaine, tout simplement. Mais voilà, je pense pas que vous soyez mis en cause ni les uns ni les autres. Et je pense que tout le monde s'accorde à reconnaître que vous faites un excellent boulot. Léla. Oui, Corinne, je vais vous garder avec moi parce que j'ai des questions qui concernent la famille. Alors, il y a plusieurs cas de figure, donc je vais commencer avec un premier cas de figure. Donc, par exemple, Victorine, qui, elle, explique que son mari a le pre-settled status, ses enfants et elle-même sont français, et nous avons, alors je la cite, nous avons voulu demander à être rattachés à mon époux, mais l'application ne fonctionnait pas. Nous avons dû faire une demande de EU Family Permit sur le site. Pensez-vous que nous devrions résilier cette procédure et refaire une sur le pre-settled status via l'app ou attendre la réponse du UKVI et le visa? Donc, il y a beaucoup de sigles, mais je pense que vous allez comprendre. Mais c'est quoi ce Family Permit? Est-ce que ça vaut pour les Européens ou que pour les personnes extra-européennes? Oui, alors en gros, l'un des avantages du statut settled et pre-settled, c'est que vous pouvez faire venir des membres de famille proches, conjoints, enfants, parents dépendants, pour vous rejoindre au Royaume-Uni à n'importe quel moment. Et ça, c'est vraiment un grand avantage. Pour ce faire, alors si le membre de votre famille est européen, ils peuvent faire la demande de l'étranger par le biais de l'app, mais du moment qu'il a un document biométrique. Donc, s'il n'y a pas un document biométrique, il va devoir faire la même demande que devra faire un membre de famille non EE, donc d'un pays tiers, qui est de postuler pour un Family Permit. Et là, c'est ce que cette personne a fait. Comme elle a fait justement la demande de EU Family Permit parce qu'elle n'arrivait pas à faire la demande par l'app, j'imagine qu'il y a eu un problème par rapport au fait que l'un ou l'autre des membres de la famille n'avait pas de passeport biométrique. Je lui conseillerais de continuer avec ce qu'elle a fait, d'attendre simplement le retour du centre de visa, de faire les rendez-vous, etc. et de continuer avec la démarche qu'elle a.
Est-ce que vous avez beaucoup de questions justement en relation avec la famille et notamment parfois, alors si je me trompe pas, les enfants aussi doivent avoir on doit demander un pre-settle status pour les enfants. Est-ce que c'est beaucoup des questions de la part des Français et plus globalement des citoyens européens qui viennent vous voir? Oui, alors ça c'est un des gros problèmes en fait, c'est que beaucoup de gens pensent que parce qu'un enfant est né sur le sol britannique, il est britannique, et ça n'est pas le cas. C'est assez compliqué. Il faut à la fois, faut être né ici, mais il y a aussi d'autres conditions. Donc c'est le problème, c'est que nous avons peur que beaucoup d'enfants se retrouvent à partir du 1er juillet 2021 sans statut en fait d'immigration, parce que leurs parents ont oublié de faire leur demande. Donc oui, effectivement, si vous avez un statut pre-setter dès que vous avez un enfant, assurez-vous de faire pour chacun de vos enfants, et que l'enfant n'est pas britannique, assurez-vous de faire pour chacun de vos enfants une demande de statut. Comment on prouve son lien en fait avec une personne qui a eu le pre-settle status? Est-ce que c'est facile? Il y a des gens qui nous posent la question, qui nous disent comment prouver ce lien familial? Ouais. Est-ce qu'il faut télécharger des documents? Oui, alors il faut charger des documents. Donc la première chose, c'est que vous devez relier votre application au numéro de statut de votre sponsor, qui est le membre de famille qui vous sponsorise. Et ensuite, si par exemple c'est votre mari, vous allez devoir charger une preuve de votre acte de mariage. Si c'est votre parent, vous allez devoir charger une preuve de votre acte de naissance ainsi que acte de mariage si la maman par exemple n'est pas nommée sur l'acte de naissance, etc. Donc chaque fois il faut ajouter des preuves. Si vous êtes un parent et dans la mesure où à partir du 1er juillet vous devez prouver une dépendance financière, vous allez devoir ajouter des preuves comme par exemple des relevés bancaires ou bien par exemple un contrat de bail qui prouve que vous vivez avec vos parents justement pour prouver cette dépendance. Corinne, pardon, excusez-moi. Je vous garde 5 minutes. Nicolas, je vous oublie pas. Je vais vous poser une question après, Eric ou moi, de toute façon. Mais c'était aussi puisqu'on est encore sur la partie technique, avant qu'on passe peut-être sur des choses plus globales. Mais quand on change, on a son pre-settle status, d'accord? Et quand on change de passeport, comment ça se passe techniquement? Parce que les gens oublient. Et là, alors avec la pandémie, on a fait moins de déplacements, mais l'été arrive et on va peut-être faire un peu plus de déplacements entre la France et le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on doit faire techniquement? On change de passeport. Est-ce qu'on garde notre numéro qui est… Comment faire attacher son ancien numéro, enfin son numéro de pre-settle status à son nouveau passeport? Alors, je l'ai fait en plus, donc je peux vous assurer que ça fonctionne. Tant mieux. Donc, ce qu'il faut bien faire, c'est bien garder un numéro de votre ancien passeport, parce que parfois, quand vous faites les démarches, vous le rendez en fait. Donc, gardez bien un numéro de votre ancien passeport ou de votre ancienne carte d'identité. Et une fois que vous avez obtenu le nouveau, vous allez devoir vous loguer en fait, enregistrer sur votre compte de statut. Et on va vous demander de prendre une photo et vous allez pouvoir charger le nouveau document. En fait, tout se fait en ligne. Et puis, au bout d'un moment, on vous dira que tout a été mis à jour. Donc, ça fonctionne, je confirme. Et moi, je vous confirme qu'il y a un dialogue qui est en train de s'instaurer entre les internautes et vous. On a parlé tout à l'heure de la question de Enzo. Eh bien, Enzo, je ne vais pas vous mentir, n'est pas satisfait de la réponse que vous lui avez faite. Et il revient vers nous en nous disant, on va le voir sur l'écran, je suis désolé, mais je n'ai pas eu de réponse à ma question. Y a-t-il une solution lorsque le gouvernement juge que les preuves sont insuffisantes? Peut-être pensez-vous d'autres preuves? Je pense que c'est Nicolas qui avait répondu à la question de Enzo, me semble-t-il. Hein. Tant qu'il n'y a pas de décision, c'est un peu difficile. C'est-à-dire que Enzo, moi, ce que je dirais… Il lâche rien, Enzo. Il lâche rien, Enzo. C'est qu'il faut appeler le centre de résolution du Home Office pour savoir pourquoi la décision n'est pas faite avec les documents qui ont été produits. A priori, pour une demande de pre-settle status, il a donné tous les documents qui sont nécessaires. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens. Par contre, des fois, ça bloque. Il y a des gens qui attendent des décisions depuis 1 an et demi, et sans aucune raison apparente. Donc, faut appeler le centre d'appel. Ce centre d'appel, c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'appels. Donc, il y a des horaires qui sont mieux que d'autres. On a demandé au Home Office de publier les horaires les plus creuses. Ça pourrait aider quand même les gens. Mais il faut persister avec le Home Office.
Nicolas, ça fait presque 35 minutes qu'on est ensemble et je retiens de ce que vous venez de dire, parfois ça bloque. Quel serait selon vous le moyen d'améliorer toute cette communication et cet apport de solutions pour les gens qui ont besoin de solutions? Quel serait le moyen? Qu'est-ce qui n'est pas poussé à son maximum jusqu'à présent, à votre avis? Il faut quand même reconnaître qu'ils ont créé un système qui marche quand même pas mal. Non, mais c'est pas. Alors, quand ça bloque, je crois que c'est comme tout service public au Royaume-Uni, faut un peu gueuler. Faut faire son appel au Resolution Center, faut faire des tweets, faut faire tout ça, mais il faut se faire entendre. Parce que sinon, quand on attend patiemment et gentiment, des fois, il ne se passe rien du tout. Donc, ce serait mon conseil. Il faut se faire attendre, il faut gueuler un peu. Voilà, je m'adresse à Enzo avant de rendre la parole à Léla. La réponse, elle vient de vous être fournie par Nicolas Hatton. Il faut vous accrocher, il faut gueuler, en quelque sorte. Léla. Il faut faire son français, quoi. Donc, voilà. Bah oui, c'est vrai, faut aller. C'est pas faux, c'est pas faux. Oui, faisons de ces défauts internationaux une bonne qualité. Du coup, j'en ai presque perdu ma question, voilà. Non, mais du coup, justement, quand ça bloque, est-ce qu'on doit être inquiet? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des demandes. Je m'adresse à vous, Nicolas, et vous me dites si vous pouvez répondre ou pas à cette question, mais est-ce qu'il y a un moment où il faut s'inquiéter? C'est-à-dire, si on a fait sa demande il n'y a pas longtemps, ou même si on a fait sa demande il y a 6 mois et qu'on n'a pas de retour parce que à cause de la pandémie, effectivement, les services sont débordés, est-ce qu'on doit s'inquiéter? C'est-à-dire quand on arrive à l'échéance du 30 juin de 2021? C'est difficile. Alors moi, j'ai fait ma demande en novembre dernier. J'ai eu une décision en 24 heures. C'était très simple. Alors je dis ça, mais en fait, la décision, au début, j'ai attendu pendant 1 mois et demi. Et à la fin, j'ai regardé dans mon dossier spam et la lettre de décision était dans le dossier spam. Bon, avant d'appeler le centre de résolution, peut-être regarder votre dossier spam. Mais la date butoir, c'est le 30 juin. Donc là, quelle que soit la durée d'attente, si c'est plus, je dirais, de 2 semaines, faut appeler, parce qu'il y a très peu de temps qui reste. Et en plus, ils vont être de plus en plus busy entre maintenant et le 30 juin. Corinne, est-ce que tu voudrais venir là-dessus? Moi, je rajouterais encore, c'est si vous attendez toujours, téléphonez ou écrivez et insistez bien pour au moins avoir ce qu'ils appellent le Certificate of Application, le COA, qui prouve justement que vous avez une demande valide. Ça va vous permettre de protéger vos droits après le 30 juin si vous n'avez toujours pas de réponse. Et ce qui est très important. Et surtout, si après votre demande est refusée, comme elle a été considérée comme valable, vous avez droit à faire appel ou demander une administrative review. Donc ça, c'est vraiment important. Donc comme dit Nicolas, téléphonez, continuez de les contacter, emailez, et regardez bien aussi votre junk mail, parce que c'est vrai que souvent, ça va pas forcément dans votre email. Et attention, parce que parfois, dans certaines messageries, les spams s'effacent au bout de 30 jours. Donc, faut bien les regarder. Justement, qu'est-ce qui pourrait… C'est-à-dire que moi, j'ai une question. Par exemple, je décide, parce que j'ai oublié ou parce que j'ai voulu attendre la dernière minute, de le faire le 29 juin, cette demande. Est-ce que c'est grave si j'ai pas la réponse comme Nicolas en 24 heures, donc le 30 juin? Est-ce que finalement c'est à date de demande du pre-settle status que c'est valable, ou est-ce qu'il faut vraiment avoir son pre-settle status avant le 1er juillet 2021? Corinne? Alors, j'avais encore bien regardé les règles juste avant, mais c'est vrai qu'en théorie, si vous avez un Certificate of Application avant le 1er juillet, vous êtes protégé par ce Certificate of Application. Mais par contre, si vous ne l'avez pas, donc là, vous risquez d'être un résident qui est au Royaume-Uni et qui n'est pas légal. Voilà. Oui, mais alors, ça veut dire quoi, un résident au Royaume-Uni qui n'est pas légal, concrètement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous risquez d'avoir des problèmes pour accéder, par exemple, au monde du travail, pour prouver justement à un employeur que vous avez le droit de travailler,
pour prouver à un bailleur ou pour prouver à un logeur justement que vous avez le droit de louer un appartement. Vous allez avoir des problèmes avec vos aides sociales, si vous recevez des aides sociales, puisque vous ne pourrez pas forcément prouver que vous êtes légalement ici, etc. Donc, ça n'est vraiment pas une situation dans laquelle vous voulez vous trouver. C'est pour ça que c'est extrêmement important de bien faire votre demande, de le faire le plus rapidement possible et surtout d'aider ceux qui ne sont pas conscients et qui n'arrivent pas en fait à mettre une demande. Justement, on allait vous donner la parole, Nicolas, parce que je sais que votre association, elle est là pour défendre les droits des citoyens européens. Mais est-ce que cette défense, ça s'arrête le jour où, en fait, les gens, s'ils n'ont pas respecté ce délai et qu'ils se retrouvent dans des situations difficiles, vous ne pourrez rien faire pour eux? Être sans papier, en fait, c'est un peu ça la situation. Hein. C'est les Français qui vont se retrouver sans papier à partir du 1er juillet. Je crois que là, il faudra contacter le consulat, il faudra essayer de voir comment faire pour pouvoir faire une demande en retard. Alors, le Home Office va accepter les demandes qui seront faites en retard, mais il y a quand même des problèmes par rapport à ça. Donc, Corinne a raison, c'est que dès qu'on fait une demande, on a une sorte de protection par son certificat de demande. Si on n'a pas fait de demande et qu'on va à l'hôpital le 1er juillet, on va devoir payer. C'est-à-dire que le NHS n'est plus gratuit en tant qu'étranger sans un statut d'immigration légale. Donc, c'est important. Il y a une différence entre les services publics en plus. C'est-à-dire que le NHS va accepter un certificat de demande. Il y a d'autres départements administratifs qui ne vont pas accepter. Pour les subventions, les allocations, par exemple, c'est le cas. Donc, il ne faut pas attendre en fait le 29 juin. C'est-à-dire que ça va poser beaucoup de problèmes de continuer à vivre au Royaume-Uni si on n'a pas en fait le statut. Le certificat de demande, ça peut protéger, mais pas complètement. Je voulais vous garder aussi, Nicolas, parce qu'il y a aussi ce questionnement de la preuve, puisque vous dites le NHS vous fera payer, ou on va devoir se balader avec notre certificat sur notre mail et le présenter. Comment ça va Alors, je sais que je vous pose peut-être une question un peu compliquée, mais peut-être savoir si comment vous voyez les choses quand on va devoir se présenter, ou quand un propriétaire va nous demander est-ce que ça va arriver dès le 1er juillet de prouver qu'on a bien le droit de vivre ici, que ce soit un employeur. Bon, ce sera peut-être moins difficile pour un employeur, mais quelles sont vos craintes par rapport à ça, et puis comment on va pouvoir prouver tout ça en fait? Alors, c'est une des difficultés du statut, c'est que tout est numérique. Alors, ce que je recommande, c'est que quand on obtient son settled status ou son pre-settled status, avec l'email, on en reçoit une lettre. La lettre, c'est un PDF. Le PDF dit « ceci n'est pas une preuve ». Déjà, ça commence bien. Par contre, il y a un lien quand même. Donc, on peut vérifier qu'on a bien son statut. Je passais sur les problèmes techniques où hier, par exemple, ou avant-hier, pendant 1 heure, on ne pouvait pas prouver son statut parce que l'ordinateur du Home Office ne marchait plus, en espérant que ça ne va pas se reproduire. Mais c'est bien de faire un essai soi-même pour pouvoir vérifier comment faire pour prouver son statut et pas se faire prendre quand on a vraiment besoin de faire la vérification. Quand on voyage, imprimer la lettre, même si c'est marqué « ceci n'est pas une preuve », ça va vraiment aider les agents douaniers si jamais ils demandent la preuve et qu'ils ne sont pas en ligne, par exemple. C'est des petits trucs comme ça. Bon, ça n'a aucune valeur légale d'avoir une copie de sa lettre où c'est marqué si ce n'est pas une preuve, mais ça va aider. Mais il faut faire une vérification. Alors, tout marche par une série de codes qu'on nous transmet, qu'on doit ensuite transmettre à l'employeur, au bailleur, pour qu'il puisse vérifier qu'on a un statut. C'est pas très compliqué quand on a l'habitude de faire des transactions par Internet. C'est beaucoup plus compliqué quand on n'est pas du tout habitué à ça. Je suis sûr que Corinne aura quelque chose à dire. Je vais juste finir que nous, depuis longtemps, on demande une preuve physique de statut. Le Home Office a refusé. Ils disent qu'ils ils transitionnent vers un système où tous les étrangers auront un statut virtuel, digital. Pour autant, ça inquiète beaucoup les gens, surtout les gens qui n'ont pas des iPhones ou des Samsung récents.
Et c'est vraiment regrettable parce que le Brexit a été vécu de manière assez difficile par tous les Européens. Et la chose qu'ils auraient quand même pu faire, c'est nous rassurer en nous donnant une petite carte ou quelque chose qui nous permette de se dire, voilà, on a notre petite carte, maintenant c'est bon, on n'a plus besoin de s'inquiéter, on peut continuer à vivre normalement. Mais, allez-y, Léla, allez-y, Léla. Je ne sais pas si Corinne voulait apporter une précision sur ce que Nicolas a dit. Non, tout ce qu'il a dit est tout à fait correct. Ce que je peux confirmer effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la peine avec le statut digital seulement, en particulier toutes les personnes âgées qui ne savent tout simplement pas comment accéder. Je travaille en fait pour un bailleur social, donc beaucoup de mes clients n'ont simplement pas de smartphone. Donc, eux, ils doivent aller aux bibliothèques, en bibliothèque pour pouvoir accéder à leur statut. Maintenant, imaginez en temps de pandémie, ça veut dire que ça va être des gens qui sont complètement dépendants en fait d'autres personnes pour prouver qu'ils ont un statut d'immigration, ce qui est un gros problème. J'ai par exemple aussi des personnes qui ont fui la violence domestique, qui se sont retrouvées sans passeport, sans preuve du numéro de passeport pour pouvoir accéder à leur statut. Ensuite, quand on a retrouvé le passeport, le problème c'était qu'elles n'avaient plus accès au téléphone ou à l'adresse email qu'elles avaient utilisée pour faire le statut. Bref, pour les gens qui n'ont pas de smartphone, pour les personnes qui sont handicapées, pour les personnes qui ont des problèmes mentaux, pour les personnes qui ont des vies un petit peu chaotiques, c'est très, très compliqué d'accéder à ce statut. Et ça les met dans une situation vraiment délicate et pas au même niveau que les personnes à qui ils vont devoir prouver ce statut. Alors, juste Eric, vous allez me détester, je veux juste avoir une précision parce que il y a Nathalie qui nous dit on nous a pas donné, j'imagine, de certificat. Le certificat, c'est le mail en fait, c'est ça en fait, c'est ce qu'on reçoit par mail, la confirmation. Oui, alors vous recevez 2 emails quand vous faites votre demande. Le premier, c'est simplement une confirmation que vous avez soumis une demande. Et ensuite, vous recevez ce COA, Certificate of Application, qui est la preuve que votre application est valable. Et avec la durée de votre possibilité de rester sur le sol britannique, c'est ça? Ça va être le 3e email qui va être le statut que vous recevez. Donc, qui vous dit que vous avez statut provisoire ou statut de résident permanent. Ok, pardon. Eric, à vous. Pardon. Alors là, on a basculé un petit peu dans la deuxième partie de cette émission, sans transition véritable d'ailleurs, mais par les questions qui nous sont posées. Et alors, on est le 30 juin. On n'a pas son settle status, on n'a pas fait sa demande, bref, on devient quelqu'un d'illégitime sur le territoire du Royaume-Uni. Est-ce qu'on a un moyen juridique de faire appel à un organisme auprès duquel on va pouvoir plaider sa cause et qui lui-même plaidera notre cause ailleurs s'il faut? Nicolas, d'abord, et puis si vous voulez ajouter quelque chose, Corinne, derrière, pas de problème. Alors, si on n'a pas encore fait sa demande, il faut la faire. Je crois que c'est la chose. Mais la plupart des gens qui ne l'auront pas fait, soit ils ne sont pas en mesure de la faire, pour les raisons que Corinne a expliquées, ou alors ils ne sont pas au courant. C'est-à-dire que, on va prendre le cas des enfants, comme Corinne l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de parents qui pensent que leurs enfants sont protégés par leur statut à eux. Et ce n'est pas le cas. C'est aussi pour les bébés. C'est-à-dire que quand on a un enfant, quand on sort de la maternité, une des premières choses à faire, c'est d'obtenir des papiers d'identité pour l'enfant pour ensuite faire sa demande de statut pour l'enfant. C'est des choses comme ça. Je crois qu'il y a… Alors, ça va être compliqué, Eric. Je pense que on aura beaucoup de cas de personnes qui n'auront pas fait leur demande, qui vont s'en rendre compte uniquement quand il y aura un problème. Donc, ils vont recevoir une facture du NHS, par exemple. Ils vont se dire, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? J'habite ici depuis… ils vont pas comprendre. Ou alors, ils vont aller à un entretien d'embauche et on va leur demander, vous avez le statut? La personne va dire, ah non, je ne savais pas. Donc, c'est à ce moment-là. Alors, ce qu'on espère, c'est que la communication sera positive. C'est-à-dire qu'au lieu de pénaliser les gens, on va leur dire, faites votre demande maintenant, même si c'est en retard. Mais il ne faut pas non plus se leurrer.
ce qu'on appelle the hostile environment, donc les politiques restrictives d'immigration, ça empêche de vivre normalement quand on n'a pas de statut d'immigration. Et ça s'appliquera dès le 1er juillet pour les personnes qui n'ont pas le statut. Donc, contactez Settle, contactez peut-être le consulat, contactez les 3 millions. Moi, ça me fait un peu peur de savoir combien de personnes vont être affectées vont être touchées par ce problème de statut au 1er juillet. J'imagine, Corinne, que pour vous aussi, c'est une échéance qui ne vous réjouit pas. Oui, effectivement. Alors moi, je travaille, comme j'ai dit, pour un bailleur social, et pour nous, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est les aides sociales qui s'arrêtent et les personnes qui se retrouvent sans revenus, etc. Donc surtout des personnes qui ont de gros besoins, des vies complexes, etc., des vies chaotiques. Le Home Office a publié une directive pour les caseworkers, donc ceux qui traitent les demandes. Et c'est vrai que la directive en ce qui concerne les demandes tardives, est relativement, je dirais, positive. Elle laisse entendre qu'ils vont accepter les demandes et que les caseworkers vont devoir faire preuve de compréhension pendant un certain temps. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu vague parce qu'on ne sait pas pendant combien de temps. On sait qu'il faudra vraiment vite faire une demande. Donc, je vous encourage à contacter justement des charités comme la nôtre, des associations caritatives comme la nôtre, pour pouvoir recevoir de l'aide, pour ajouter des preuves, pour expliquer pourquoi vous n'avez pas pu faire votre demande. Mais c'est vrai que le problème, c'est que tant que vous n'aurez pas reçu votre statut, comme l'a soulevé Nicolas et comme je l'expliquais, vous risquez d'avoir des coûts supplémentaires, vous risquez peut-être même de perdre des revenus. Donc, ce n'est pas une situation dans laquelle vous voulez vous trouver. Petite précision avant de vous redonner la parole, Léla, parce que je sais que vous avez encore plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on reçoit comme question, hein, c'est spectaculaire. Hein. On vous mettra avant la fin de l'émission les différents sites internet, celui de Corinne, celui de Nicolas, de manière à ce que vous puissiez communiquer. Tous les sites internet dont vous pourriez avoir besoin pour vos démarches, vous inquiétez pas, on va vous les incruster dans l'écran d'ici la fin de l'émission. Léla. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que Nicolas a dit tout à l'heure par rapport aux naissances. C'est-à-dire que les enfants qui naissent après le 30 juin 2021, là, dans un mois, comment faire une demande de pre-settled status pour ces enfants-là? Ça marche pas? Ou peut-être Corinne La séquence, c'est vraiment d'abord papier d'identité auprès du consulat et ensuite demande de ce statut. Je ne sais pas si Corinne… Vous avez 3 mois pour le faire. D'accord, donc ça marche quand même. Oui, vous avez 3 mois pour faire la demande, s'ils sont nés après le mois d'avril, donc vous pouvez continuer. Par contre, c'est vrai que comme il y a eu des problèmes avec la pandémie, si vraiment vous n'arrivez pas à obtenir un papier d'identité, vous pouvez toujours demander un paper application, donc une demande de papier. Après, je pensais plus aux naissances après le 30 juin. C'est-à-dire dans les 3 mois. Ouais. S'ils sont nés au Royaume-Uni. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de Françaises qui vont accoucher en France. Et là, le problème, c'est que vous allez devoir faire une demande de Joining Family Member. Et ça veut dire que vous allez devoir faire la demande, donc avoir le certificat de naissance, faire la demande de l'étranger par le biais de l'app et devoir attendre la demande avant de pouvoir voyager pour rentrer. D'accord. Merci pour ces précisions. Et ça va permettre d'enchaîner sur une question aussi qui est un peu vitale. Alors, une fois qu'on a demandé le pre-settled status et qu'on arrive à ces 5 ans, on doit, donc, si on le souhaite, bien évidemment, transformer ce statut temporaire en statut permanent. On avait une question justement avant de Nathalie qui dit « J'ai une amie à Remain Indefinite ». Pardon pour mon anglais, a-t-elle besoin d'un settled status déjà pour commencer cette séquence sur le settled status? Corinne? Alors, si vous avez Indefinite Leave to Remain, c'est un statut d'immigration, donc vous n'avez pas besoin. Par contre, dans la mesure où le statut settled a plus d'avantages, par exemple, vous pouvez vous absenter 5 ans du Royaume-Uni par opposition à 2 ans seulement avec une ILR. Ça vaut peut-être la peine de considérer faire une demande. D'autre part, vous avez l'avantage de pouvoir faire venir des membres de votre famille proche, qui n'est pas un avantage que vous obtenez avec le ILR. Donc, je lui conseillerais de regarder justement si elle n'a pas meilleur temps de faire quand même une demande.
Et du coup, pour rester dans le settled status, comment on transforme son pré-settled status en settled status? C'est-à-dire, on attend les 5 ans. Est-ce qu'on peut le faire un tout petit peu avant? Combien de temps un peu avant? Comment ça se passe? Il faut que vous ayez 5 ans de résidence continuelle au Royaume-Uni. Donc, vous pouvez attendre la fin de validité de votre statut pre-settled, mais ça, je vous conseillerais de ne pas le faire. Je vous conseille de le faire en fait dès que vous avez vécu au Royaume-Uni 5 ans de façon continue. Pourquoi? Parce que si vous avez le statut de résident permanent, vous n'avez plus autant de problèmes avec les règles d'absence, et sans compter que vous aurez accès aussi aux aides sociales, parce que pour l'instant, avec un statut de résident provisoire, vous devez remplir d'autres critères. D'accord. Et ça, il faut vraiment attendre le 5 plus 0 ou 5 plus 1 pour le faire. On ne peut pas le faire avant. Voilà, non, pas avant. D'accord. Okay. Pas avant, et puis il ne faut pas attendre non plus, parce qu'il ne faudrait pas perdre son statut après 5 ans, parce que le prix de statut ne marche que pour 5 ans. Il y a une différence d'interprétation entre l'Union européenne et le gouvernement britannique. Au 3 millions, on a un peu soulevé ça, c'est-à-dire que dans l'accord de sortie, il y a des cas où on peut perdre son statut. En tout cas, cette perte de statut ne peut pas être générée par un oubli de demande de cette statut après prise de statut. Le gouvernement britannique n'est pas d'accord. Il y aura sûrement ça ira peut-être devant les tribunaux parce que c'est très très important. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui n'ont pas encore fait leur demande d'un des 2 statuts actuellement, c'est déjà beaucoup de monde. Mais le nombre de personnes avec un pré-settled status qui ont oublié de faire leur demande au bout de 5 ans, ça va être encore plus de gens qui peuvent se retrouver dans l'illégalité pour juste par inaction en fait. Ça fait 56 minutes qu'on est ensemble tous les 4. On a dit beaucoup de choses. On a convaincu pas mal de personnes qui nous posaient des questions et qui aujourd'hui, enfin maintenant, nous répondent qu'effectivement, on a répondu à leurs questions. Mais l'impression que j'ai quand même, c'est que c'est quand même une énorme usine à gaz. Alors, c'est un avis de quelqu'un qui n'est pas effectivement un grand connaisseur de tout ça. Je vois Nicolas rigoler, donc je vais passer la parole à Nicolas. Et d'ailleurs, sur l'image de Nicolas, on mettra l'intitulé, le lien vers le site de 3 millions. C'est une énorme usine à gaz. C'est un petit peu le début de la conclusion de cette émission, Nicolas. Ce qui est très clair, c'est qu'il y avait des choix à faire lors des négociations du Brexit. Que le gouvernement anglais a fait son choix, c'était donc une demande obligatoire, alors que l'alternative, c'était un statut automatique. C'était la promesse d'ailleurs des Brexiteurs en 2016. Comme les Anglais n'avaient jamais enregistré les Européens dans leur pays, c'était d'autant plus difficile, parce que dans la plupart des pays européens, à part la France, on enregistre tous les étrangers, y compris les Européens. Donc, on sait déjà à peu près le nombre d'Européens, d'autres Européens qui habitent. Donc, oui, c'est une usine à gaz. Et, ils sont venus loin. Faut bien l'avouer que en 2016, pour faire une demande de résidence permanente, ce qui était sous les lois européennes, il fallait au début remplir un dossier de 85 pages. Donc, si on se met un peu à leur place, ils disent que c'est un succès formidable parce que ils ont normalement un système qui est très très difficile. Ça n'empêche que ça répond pas en fait à la problématique des gens qui ont du mal à faire leur demande pour la raison dont on a parlé plus tôt. Et on va toujours être un peu fébrile maintenant en tant qu'étranger au Royaume-Uni parce que sans avoir de preuves physiques, avec la possibilité de perdre son statut si on n'a pas un settled status, c'est pas terrible. Donc usine à gaz, tout à fait, ça m'a fait rigoler, mais c'est pas très rigolo pour autant. Je l'imagine volontiers. Elle est là. Peut-être une dernière question à Corinne parce qu'on va arriver bientôt au terme de cette émission, 58 minutes et 45 secondes. Et là, je vous laisse parler avec Corinne, peut-être. Ça passe vite, effectivement. Moi, je voulais vous demander, Corinne, parce que avec Nicolas, vous êtes dans des associations qui aident les gens, enfin les citoyens européens dans le cadre de ce Brexit. Est-ce que vous avez un message? Parce que je sais qu'il y a aussi encore des gens qui se disent j'ai pas envie,
parce que ça fait des années que je vis ici, de me soumettre à ce genre de demande, des gens qui vont oublier parce que ça fait 25 ans qu'ils sont ici. Je voulais juste savoir si vous aviez un message à leur faire passer à cette échéance qui arrive à ce précédent status. Donc voilà, avec Eric, on va essayer de faire le relais de vos questions. Ouais, avec Léla, avec Eric, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une interférence technique. Corinne, j'aimerais que vous nous donniez une conclusion à cette émission. Comment l'avez-vous ressenti? Comment ressentez-vous toutes ces questions? Qu'est-ce qu'à vos yeux, Corinne, ces questions que nous envoient les internautes, que traduisent-elles, Corinne? À mon avis, c'est un souci et je suis contente puisque je veux que les gens réalisent que la date butoir est très proche et qu'il faut vraiment prendre cette situation sérieusement et faire sa demande. Donc, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de questions. Ça veut dire que les gens sont intéressés et se rendent compte qu'il faut vraiment faire une demande. Faites passer le message, regardez autour de vous et si vous avez besoin d'aide, contactez-nous. Nous sommes une des associations caritatives qui offre de l'aide en français, mais il y a aussi, par exemple, le Citizen Advice local qui peut vous aider. Et puis, faites passer le message, faites cette demande maintenant. Je vais poser la même question à Nicolas. Nicolas, par moment, je vous ai senti un petit peu contrarié par la teneur des questions. Soyez certain que c'était pas du tout notre but. Le but, c'est de renseigner ceux qui se posent des questions. Qu'est-ce que vous retenez, vous, globalement, en tant que conseiller, que grand conseiller, qu'est-ce que vous retenez, vous, globalement, à votre tour de cette émission qu'on a vécue ensemble, Nicolas? Je vous remercie d'avoir fait cette émission parce qu'effectivement, là, on est très proche de la date butoir. Faut informer, faut dire aux gens, faites votre demande. Faut que les gens aussi demandent à leurs amis. Avez-vous fait votre demande? Avez-vous un statut pour essayer de se prémunir d'une situation difficile si on n'a pas de statut au 1er juillet. Donc, merci. Toutes les questions sont les bienvenues. C'est pas toujours facile d'y répondre, mais alors ça, c'est normal, mais c'est notre responsabilité aussi de faire de l'information. J'ajouterais que le consulat a fait du beau travail. Guillaume Bazard, le consul général, a fait une très belle vidéo par rapport au status. Donc, une fois que les élections consulaires sont passées, on va baser ça. Faut se focaliser sur ce problème de cette status pour les gens qui n'ont pas encore fait de demande et aider ceux qui ont pris cette status d'obtenir cette status entre maintenant et les 5 ans qui viennent. Merci Nicolas, je voudrais vous remercier, vous et Corinne, d'avoir du mieux que vous avez pu répondre aux questions. Je voudrais remercier également Victoire, notre jeune réalisatrice qui a tout juste 15 ans et qui a réalisé cette émission aujourd'hui. Et je voudrais surtout vous remercier, vous Léla, qui avez énormément travaillé sur cette émission, mais j'ai peur que ce soit pas fini. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais j'ai peur que ce soit pas fini. Moi, je vous quitte, je vous dis au revoir Corinne, au revoir Nicolas, au revoir Léla, et je vous laisse conclure Léla. Merci. Oui, merci Eric et surtout merci Nicolas et Corinne parce que comme on l'a vu, il y avait beaucoup de questions. Nous, on va essayer de continuer à vous informer aussi d'ici l'échéance qui arrive et même après. Et tout à l'heure, Nicolas parlait du consul. On va le recevoir dans 2 semaines, le 16 juin, à moins que ce soit dans 3 semaines, pour une émission spéciale. Voilà, 3 semaines, mais ça va passer vite, je vous promets. Justement pour répondre aussi à des questions, j'imagine, sur le status, mais pas que. Donc, on se retrouvera à ce moment-là. Encore merci Corinne et merci Nicolas. Merci. Bye bye tout le monde. Au revoir. Bye bye. Au revoir.